en fait, au départ de 399 secondes, il y a cette petit événement qui a eu lieu l'été dernier, c'est-à-dire le 22 juillet, qui est cette éclipse qui a duré 399 secondes. Et quand j'ai commencé à travailler sur le texte il y a 4 ans maintenant, je suis tombé en fait sur un article, encore une fois dans la presse, qui parlait de l'éclipse à venir, qui serait une des plus longues du siècle, et il était indiqué qu'elle ne serait visible que de certaines parties du monde, notamment d'Asie. Et puis j'ai commencé en fait à structurer tous les liens d'interaction entre les personnages, toute la fable, en ayant, enfin, autour de cette éclipse en fait, du 22 juillet dernier. Et je cherchais une sorte de point d'arrivée qui serait une mégapole asiatique. Moi, avant de vivre à la campagne, passer du temps à voyager, et j'ai une grande fascination, un goût pour ces grandes villes. Donc ça me semblait constituer un paysage assez puissant, très contradictoire, plein de dangers, et puis infiniment contemporain, quoi. Donc, oui, voilà le choix. Ça, c'est le choix de point de départ. Et comme par hasard, vous avez choisi un groupe de jeunes gens de tous âges, de tous horizons. On a l'impression que c'est une époque où, après Woodstock, après White, les voyages pour Katmandou étaient dans les rêves d'une certaine jeunesse qui venait de partout. Et ça vous a travaillé, ça? Oui, bien sûr. Oui, je crois qu'il y a un déplacement des destinations, des destinations comme ça du désir, du fantasme, quoi. Oui, bien sûr. Mais alors, en même temps, j'ai l'impression que votre écriture a bougé avec ce texte-là. Je ne sais pas si c'est une étape ou si c'est un moment dans votre écriture, mais tout d'un coup, j'ai ressenti comme si nous étions en présence d'un chœur antique. Et c'est donc à tour de rôle, d'ailleurs le début, vous avez le texte, du spectacle, qu'a monté Stanislas Landais, on le verra quand il sera au Jardin d'hiver, on se trouve avec un chef de chœur, un coryphée qui est là, et puis un groupe derrière, et puis petit à petit, et ça s'accommode d'ailleurs très bien avec la manière dont Stanislas gère certains textes contemporains. Donc, est-ce que c'est voulu, cette idée de tragédie antique moderne, esthétiquement parlant? Oui. C'était clairement mon projet il y a 4 ans. Le cœur final, comme ça, dans Shanghai. L'image matrice de la pièce, en fait, elle est celle-là. J'avais le point d'arrivée qui était un groupe de jeunes gens capables de soudain s'inscrire collectivement ensemble dans la parole qu'ils portent sur ce que serait pour eux l'adolescence, voilà, quelques enjeux poétiques comme ça distillés dans cette parole à ce moment-là, dans le temps de l'éclipse, et les mus des uns et des autres au sol. C'était pour moi l'image qui a autour de laquelle toutes les relations se sont cristallisées, se sont construites. C'était vraiment ça. Chez vous, comme dans certains chœurs de la tragédie antique, tout d'un coup le chœur est narrateur, il nous raconte une histoire, ouais. Tout d'un coup il se détache, et il parle en tant qu'individu, et tout d'un coup il se tourne vers nous et il nous prend à témoin. Donc vous avez joué de toutes ces lectures multiples qu'on a fait du cœur de la tragédie antique. Mais alors dans ce cas-là, que vient faire Munch et son cri là? Ça, pour moi, Munch, il n'a pas un statut si différent que ça dans la fable. Il fait partie des quelques personnages que Stanislas m'a... Enfin, d'ailleurs, l'idée n'est pas de Stanislas. Il m'a simplement demandé s'il était possible d'imaginer un personnage supplémentaire correspondant à certains des comédiens avec lesquels il travaillait. Il faut qu'on précise qu'il le fait avec la dernière promotion de l'école du TNB. Il se trouve qu'il y a plus d'élèves qui sortent de cette école que de personnages initialement prévus dans notre pièce. Il en manquait 3 et vous avez accepté de jouer le jeu pour revenir à l'idée aussi que vous avez tout à l'heure, Micheline, c'est de vous mettre au service d'un collectif et d'écrire pour les 3 autres. C'est ça. Qui sont intégrés au spectacle. Absolument. J'ai retravaillé Munch, le chauffeur de taxi, et Lucius, qui était un personnage de marin qui était déjà présent dans la fable, mais que j'ai développé.
Là où je suis heureux de ce travail là, comme ça, d'échange, de conversation avec Stanislas et de l'aboutissement, c'est de l'apparition de ces trois personnages, c'est que je crois qu'ils m'ont finalement permis de percevoir ce qui était pour moi le sujet caché. J'ai toujours l'impression que quand on commence à travailler comme ça sur un texte, on est toujours face à une somme d'informations, des traces, comme ça, ce qui constitue le vrac, en fait. Hein, c'est tous les éléments qu'on a sur la table, et puis on tente de mettre en forme, en fait, ce vrac-là. Et il y a un temps antérieur même à l'écriture où on dit, bah voilà, le sujet de la pièce, pour moi, là, c'est plutôt ça. Voilà, je travaille sur ça en ce moment. Et puis on commence à écrire et on se rend compte que le sujet peut changer. Et en cours d'écriture, tiens, finalement, on se rend compte que finalement, on ne travaillait pas sur ça, mais plutôt sur ça. Et il y a un sujet qui est toujours pour moi, ça se déroule souvent comme ça. C'est-à-dire qu'une fois la pièce écrite, avec un peu de distance, et ben on se rend compte qu'il y a un sujet peut-être plus secret entre soi et soi, entre soi aussi, soit le poème, et puis soi et puis toute son œuvre, qui apparaît. Et je crois que c'est vraiment, c'est Munch, et puis c'est Lucius, et puis c'est le chauffeur de taxi, qui sont venus éclairer quelque chose sur la transparence, tout simplement, sur ça, cet élément-là, je ne sais pas comment le définir autrement, sur ce que serait la transparence, et que peut-être que la Lune rencontrant le Soleil, l'obscurité qu'elle produit, pour moi, c'est peut-être un temps de transparence entre le monde des vivants et le monde des morts, un temps où soudain on pourrait voir de l'autre côté. Je crois que le texte, il est plus... il a plutôt envie de rupture, plutôt envie de choses un peu heurtées. Mais les scènes de rencontre, pour moi, ça doit plus clairement être des scènes de drague, en fait. D'où la bécane. D'où la... Ouais. Moi, je dis la bécane, vous dites le bécane, je ne sais pas pourquoi, mais moi, je dis la bécane. Comme ça chez moi. Oui, mais en réalité, c'est la bécane. Hein. Probablement. Voilà, mais j'espère que quand ça sera large, on mettra la bécane. Dans la rencontre de drague, le désir est au centre, hein, et il y a cette idée de première fois absolue, quoi. Et ça peut constituer une incandescence dans la scène. Moi, c'est souvent ça que je cherche, quoi. C'est comment on met en contact, comme ça, en situation, en proximité des matériaux inflammables. Voilà. Mais en même temps, vous avez quelque chose dans votre traduction de ce que vous dites, c'est que certains des personnages découvrent, je prolonge ce que dit Mickey, découvrent le bien et le mal, découvrent la haine et la violence, découvrent la déception quand on veut être gentil simplement. Et tout d'un coup, ils sont là, naïfs, ils disent, mais quoi, on peut faire ça à quelqu'un comme moi, comme le frère à l'autre, je veux dire, il y a ça aussi. Oui. Et quand je parle de première fois, c'est aussi dans des endroits comme ça, bien sûr. Et quand vous parlez de drague, tout à l'heure j'évoquais la bécane, et cette fille qui a envie de draguer, elle trouve qu'aujourd'hui on dirait que dans certains quartiers de Paris avec son scooter, elle a sa bécane, et elle pense qu'avec ça elle va s'en sortir, et elle va attirer en tous les cas l'attention. C'est un peu naïf, mais vous avez une sympathie pour cette naïveté, voilà. C'est ça qui est important. Vous la comprenez. Bah, moi, je passe un... Vous ne portez pas de jugement. Non, parce que je passe un temps considérable aussi au contact de gens de cet âge-là, en fait. J'anime beaucoup d'ateliers d'écriture, je passe un temps oui, important. J'ai rencontré aussi, pas seulement les enfants, mais aussi des adolescents, autour de mes textes plus jeunes publics. Et moi, c'est le dialogue avec ces jeunes gens, en fait, m'intéresse beaucoup. C'est-à-dire qu'il y a là c'est pas une naïveté, en fait. C'est vraiment la puissance des premières fois, en fait. C'est la puissance des jugements qui sont en train, en fait, c'est l'avènement de ça, c'est vraiment le début de la pensée, quoi. C'est une espèce d'origine comme ça, qui souvent se fonde sur des intuitions, d'instincts, et assister à ça, accompagner ça,